Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto, hausse générale des cryptos aujourd'hui. Il y a plein de choses qui se sont passées. On va parler de la Maison Blanche et du rapport de la Maison Blanche sur les crypto-monnaies. On va parler aussi de nouvelles règles autour des ETF altcoins aux États-Unis. Vraiment une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle pour beaucoup d'altcoins. On va parler aussi de Polygon, un problème sur Polygon, quasiment un arrêt de la Polygon POS Chain. On va parler aussi de Base qui passe devant Solana, de Ethereum et de eToro. Bref, plein de choses à vous raconter aujourd'hui. Commençons avec le cours des crypto-monnaies, une hausse quasiment générale, un BTC à 118 500, un Ether à 3858, XRP 3,16 $. Donc le marché est au vert aujourd'hui. Et je vous rappelle, il vous reste quelques heures pour profiter des 20 € offerts sur Bitvavo, l'exchange partner de la chaîne. Vous avez jusqu'à 23h59, heure française, pour vous inscrire. Il y a plus de 400 crypto-monnaies, près de 400 crypto-monnaies différentes sur Bitvavo, des frais très bas, 0,05% sur les paires USDC, une très bonne liquidité sur les paires euros et du staking et plein d'autres choses sur cette plateforme européenne de crypto-monnaies. Vous avez le lien dans la description pour profiter de ces 20 €. Ensuite, MicroStrategy. MicroStrategy vient d'acheter 2,5 milliards de dollars de BTC au cours moyen de 117 000 $. Ils continuent d'acheter. Alors, est-ce que c'est eux qui ont acheté à la baleine dernièrement qui a vendu des BTC? C'est possible avec une telle quantité d'argent. Le timing colle un peu, en tout cas pour une partie de ces fonds. En tout cas, MicroStrategy continue d'acheter massivement du BTC. Sur Ethereum aussi, ça bouge ces derniers temps, je vous en ai parlé. On a toujours lu un classement, Bitmain à la première place, 2,4 milliards de dollars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en un achat quand même, MicroStrategy vient d'acheter plus que Bitmain a acheté en Ether depuis plus d'un mois ou je ne sais pas combien de temps. Donc vraiment, la puissance de MicroStrategy, elle est assez incroyable. Ensuite, le rapport sur les crypto-monnaies le rapport sur les crypto-monnaies de la Maison Blanche, sur lesquelles travaillent un certain nombre de personnes depuis plusieurs mois. David Sachs est à la tête de cette task force pour rédiger ce rapport. Et c'est sorti. Au final, il n'y a pas grand-chose dans ce rapport qui va vraiment venir bouleverser les choses. Il y a des changements au niveau de la fiscalité aux États-Unis pour les crypto-monnaies. Il faudra payer ces impôts sur les cryptos qu'on a à l'étranger, d'autres choses similaires, mais honnêtement, pas grand-chose. Il y a même eu regardez, le premier article qui dit en fait que ce rapport n'allait pas mentionner du tout la notion de réserve de Bitcoin. En fait, le rapport mentionne, mais il rappelle juste ce qui avait été dit sur la réserve de BTC par Donald Trump et par l'executive order qui avait été donné il y a quelques temps. En gros, il n'y a rien de nouveau sur la réserve BTC, mais Bo Hines, qui travaille sous David Sachs sur ce sujet, vient de dire qu'il y aurait très bientôt des nouvelles informations sur le sujet. Ils continuent et leur but c'est toujours d'avoir le plus de BTC possible, d'accumuler le plus de BTC, mais ils ne veulent pas dire combien de BTC ils ont. On dirait qu'ils cachent quelque chose. Alors là, je passe en mode pure spéculation. Ils n'ont pas envie de dire trop de détails sur le sujet pour pas que le marché s'emballe potentiellement avant qu'ils puissent acheter. Ils ont peut-être pas envie de dire tout leur plan parce qu'ils disent on peut pas tout dire pour le moment, etc. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas moi je pense qu'ils vont finir par acheter du BTC. Alors oui, c'est peut-être quelque chose, c'est quelque chose que je veux, mais est-ce que c'est vraiment ce qui va se produire? Je pense honnêtement que ça va se produire. Je pense que les États-Unis vont être leaders. Si c'est pas les États-Unis, de toute façon, il y aura d'autres pays qui vont acheter. Les États-Unis ne voudront pas se laisser dépasser et ça va être une course à l'achat de BTC et je suis sûr que ça va finir par arriver. Mais la bonne nouvelle du jour sur les altcoins, ça concerne cette nouvelle proposition de listing standard, donc les règles pour lister des ETF au niveau des États-Unis, des ETF crypto. Il y a une demande qui avait été faite, par des exchanges auprès de la SEC, et globalement c'est la SEC qui serait d'accord avec ces règles. On attend le détail, mais ça serait des règles extrêmement simples pour pouvoir lister des ETF crypto aux États-Unis. Il faudrait tout simplement que les altcoins en question aient un marché de produits dérivés sur Coinbase, vous savez les futures, etc. sur Coinbase, depuis plus de 6 mois. Et voici la liste des cryptos qui ont déjà ce type de marché. On a l'Ether, on l'a déjà, on a le Dogecoin, on a Polkadot, on a Bitcoin Cash, on a Shiba, on a Avalanche, Chainlink, Stellar, Solana, Hedera, Cardano, XRP. Donc ça, c'est des cryptos qui pourront très facilement avoir leur ETF. Selon les spécialistes des ETF, on devrait avoir une validation d'ici septembre-octobre pour tous ces ETF crypto
aux États-Unis. Vraiment, ça sera une vague d'ETF d'un coup, comme on a eu la vague des ETF Bitcoin qui sont arrivés d'un coup, la vague des ETF Ether qui sont arrivés d'un coup. On aura pour moi la vague des ETF altcoin qui va arriver d'un coup et qui va venir aider. Et au final, on va voir ces cryptos, est-ce qu'elles vont vraiment avoir une adoption? C'est le marché qui va décider. Est-ce que les gens sont intéressés par acheter un ETF Stellar? Je ne sais pas. On voit déjà que l'ETF Ether a eu beaucoup de mal à décoller à côté de l'ETF BTC. Je pense que les autres auront encore plus de mal que les divers ETF. Et si je devais faire une prédiction, je vous dis, BTC va toujours rester premier, Ether va toujours rester second en termes des ETF, et les autres seront bien en dessous en termes de market cap. En tout cas, en termes d'argent dans ces ETF, c'est ce que je pense qui va arriver pour les ETF. Mais en tout cas, c'est une très bonne chose. Je pense qu'on pourrait voir des signaux positifs autour de ces crypto-monnaies. Ça pourrait augmenter justement suite à l'adoption de ces ETF. Et ce qui est notable aussi, c'est qu'il y a pas mal de ces ETF qui sont sur Coinbase, sur le marché des dérivatifs, etc., mais qui n'ont pas de demande d'ETF qui a été faite pour le moment. Il n'y a pas d'ETF Bitcoin Cash aux États-Unis qui a été réalisé. On n'a pas d'ETF Shiba qui a été réalisé. On n'a pas d'ETF Chainlink et on n'a pas d'ETF Stellar. Selon, je vous montre le tableau de suivi aussi de Bloomberg sur le sujet. US Spot ETF, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de demande à ce niveau-là. Bitcoin et Ether, on en a déjà. Mais tout le reste, il y a déjà, du coup, on devrait avoir pour septembre-octobre la validation pour ces ETF-là. Ensuite, la blockchain Polygon a arrêté de fonctionner pendant à peu près 1 heure. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça parce que Polygon dit non, la blockchain n'a pas arrêté de fonctionner. On a eu un problème de consensus, mais la blockchain continue de fonctionner, mais les RPC qui sont les points d'accès qui permettent de communiquer avec la blockchain depuis le Web 2 par exemple, depuis MetaMask, depuis ce type de service, c'est eux qui ont arrêté de fonctionner et on est en train de travailler à résoudre tout ça. Mais clairement, il y a eu un bug, il y a eu un problème de consensus sur Polygon. Ils ont fait une mise à jour dernièrement et on voit bien qu'il y a peut-être eu un manque de tests au niveau de cette mise à jour. En tout cas, un bug, ça arrive et c'est arrivé du coup à cette blockchain. Ensuite, Base, Solana, c'est un peu le combat des meme coins qu'on a eu il y a quelques mois, c'est en train de revenir. On a eu les mêmes coins sur Ethereum, ça a basculé sur Solana. Si vous vous rappelez, pendant une période, on a eu sur Base aussi, mais clairement, Solana est resté leader sur le marché des meme coins. Et là, en fait, on a le service Zora sur Base qui est en train de créer un nombre énorme de tokens tous les jours. Et Base a dépassé Solana en termes de nouveaux meme coins créés par jour. Le mois dernier, la plateforme Zora a créé 6500 tokens par jour. Là, le lundi, Zora, il y a eu 55 000 tokens créés. Pourquoi et c'est quoi la différence en fait entre les deux? Pump.fun, c'est un launchpad de memecoin, ça a été fait pour lancer des memecoins, tout a été pensé comme ça, c'est sur Solana, mais Zora c'est différent. Zora c'est plus un réseau social où chaque post qui est créé se transforme aussi en token, et pas forcément un memecoin. Mais chaque post créé est un memecoin. Donc les gens peuvent juste faire des posts sur Zora et automatiquement ils lancent des tokens. Ça pose problème parce que les stars par exemple n'ont pas envie de se lancer sur Zora parce que ça va entraîner potentiellement une dilution de leur marque avec les gens qui disent non mais cette star veut juste lancer plein de memecoins différents. Mais ça a trouvé un certain nombre d'utilisateurs qui font de la spéculation sur Zora actuellement. Je vous ai dit, les gens cherchent en fait souvent des nouvelles formes de spéculer, des nouveaux casinos. On a eu Pump.fun, maintenant on a Zora. Ça montre aussi à quel point les choses peuvent bouger vite au niveau des cryptos et des memecoins. On a vu Pump.fun leader dépassé par Let's Bonk avec, j'avais vu, plus de 80% de part de marché. Là on a Zora qui arrive et qui prend encore une fois beaucoup de place. Mais pour moi, c'est pas vraiment des concurrents parce que Zora, ils ont plus une approche, comme je l'ai dit, c'est plus un réseau social, créer une communauté et donner cette notion de post qui a une valeur monétaire qui peut servir à récompenser le créateur du post. Si un post devient viral, et au final, le créateur de contenu pourrait gagner de l'argent grâce à ce post. C'est une approche différente pour moi des memecoins de Pump.fun, mais ça y ressemble quand même beaucoup. Donc, intéressant de voir moi, j'adore voir vraiment des philosophies différentes dans des produits. Et en fait, au final, on laisse le marché décider c'est quoi la meilleure solution et c'est la meilleure chose à faire je trouve. Ensuite, eToro, le géant du trading eToro a annoncé qu'il comptait lancer la tokenisation d'actifs sur Ethereum et bien sûr vu que c'est sur Ethereum 24 heures sur 27 sur 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ils viennent de l'annoncer. Alors, ils sont pas partis sur des L2. Robinhood a annoncé partir sur Arbitrum et ensuite le lancer sur leur propre blockchain. eToro, ils ont dit non, on lance ça sur Ethereum et ça sera des jetons ERC20. Donc, vraiment,
limite Ethereum maximaliste. Après, certains vont se dire, mais c'est bizarre, les frais de transaction sont élevés sur Ethereum. Alors, ça a baissé dernièrement, mais oui, ça a vocation à remonter, les frais de transaction sur Ethereum. Mais pour moi, je vois les choses différemment. eToro choisit Ethereum comme une solution de settlement, comme une solution vraiment comme une base de données qui va contenir l'ensemble des transactions et surtout qui va permettre de se passer de tous les tiers. Il faut vous rendez pas compte, les sociétés de trading, à quel point elles ont de tiers, à quel point elles ont de gestionnaires, de house clearing et de plein de choses qui complexifient beaucoup les choses, et ça peut être simplifié avec une blockchain. Et en fait, on pourra avoir plein d'utilisateurs qui achètent des actions sur eToro sans savoir que c'est des actions tokenisées. Pour eux, c'est juste l'action Tesla et en fait, ils achètent une action Tesla tokenisée. eToro se charge de la tokenisation de l'action. Elle va la garder elle-même sur des wallets ou autres. Ça veut dire qu'il y a, s'il y a des utilisateurs qui achètent ou qui vendent l'action eToro au sein de l'application eToro, pas besoin de mouvement sur la blockchain. Et les mouvements sur la blockchain auront uniquement lieu quand un utilisateur, je sais pas, il y a un transfert de token, mais c'est quelque chose qui est un transfert d'action, c'est quelque chose qui est très rare sur les exchanges. Et je pense qu'eToro peut s'en sortir uniquement avec Ethereum, même si les frais sont importants, parce qu'il y aura très peu de transactions réelles sur la blockchain qui vont avoir lieu. Ça va être uniquement dans des cas extrêmes de vente d'une entité à une autre, ou des choses, je pense, qui arriveront que très rarement et qui vont se compenser. Donc c'est pour ça, je pense que Ethereum a été choisi. C'est mon avis sur le sujet, et qu'il n'y a pas eu un L2. Ils n'ont pas besoin de créer leur propre L2, de gérer un certain nombre de coûts liés au L2. Il faut savoir que gérer un L2, c'est un coût. Il faut lancer le Etherscan associé sur ce L2. Ça coûte, ça peut coûter 500 000 à 2 millions de dollars par an. L'infrastructure, les nœuds et un certain nombre de choses, ça peut coûter plusieurs millions de dollars, 10, 20 millions de dollars par an de maintenir l'infrastructure associée à un L2. Alors que si vous utilisez une blockchain publique, vous vous passez déjà de tout ça et c'est des coûts en moins, et je pense que c'est le choix qui a été fait par eToro. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas aussi si tout ce qui tourne autour du rendement, c'est quelque chose qui vous intéresse, vous avez le lien dans la description pour en savoir plus. Vraiment apprendre à générer le meilleur rendement possible sur vos cryptos. J'accompagne un certain nombre de personnes sur ces sujets pour venir booster leur portefeuille. Allez, je vous dis à demain pour la suite. Au revoir, ciao ciao.